Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout premier épisode du podcast Fini les dettes, le podcast qui parle d'argent sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Je vous remercie infiniment d'être présente et de m'écouter. Je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et depuis peu podcasteuse. Dans ce tout premier épisode, je partage avec vous mon parcours. Comment je suis passée de mère célibataire endettée de plus de 12 000 € à la femme financièrement indépendante que je suis aujourd'hui. Bien entendu, tout au long de cet épisode, je vais aussi partager mes meilleurs conseils et même quelques anecdotes pour que cet épisode soit le point de départ pour toutes celles qui cherchent l'inspiration et des outils pratiques pour sortir définitivement de l'endettement. Alors, c'est parti. Le 5 décembre 2010, je divorçais d'un époux violent. J'étais en CDI à temps plein, mère célibataire et criblée de dettes. Honnêtement, je détestais mon travail parce que d'abord je m'y ennuyais et qu'en plus il n'y avait aucune possibilité d'évolution. J'étais hôtesse d'accueil à plein temps, je cumulais chaque mois des dizaines d'heures supplémentaires en espérant réussir à joindre les deux bouts sans jamais y arriver. Et même pire encore, je m'enfonçais toujours un peu plus dans les problèmes financiers. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà connu ça? La peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts, quoi que vous fassiez. La peur de ne pas pouvoir payer vos courses une fois arrivé en caisse. Pour ma part, c'était le cas. Je ne pouvais même plus payer mon loyer ni les factures courantes. Et il m'est même arrivé de devoir choisir entre acheter du lait pour les biberons et des couches pour mon bébé. Les factures, les lettres de rappel et les courriers de l'huissier de toutes les couleurs, tout ça s'accumulait dans ma boîte aux lettres. Et je n'osais même plus l'ouvrir parce que je savais pertinemment ce qu'il y avait dedans. Vous savez ce que je faisais? Tous les jours, je passais devant ma boîte aux lettres sans la regarder, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas là, comme si je n'avais pas de boîte aux lettres. Mais un jour, elle débordait tellement qu'il a bien fallu que je l'ouvre pour récupérer le courrier, y compris celui qui tombait par terre. Je me souviens que c'est ce qui m'a permis d'échapper à l'appel quotidien de mon propriétaire qui voulait récupérer ses loyers impayés. J'ai donc ouvert cette boîte aux lettres et j'ai décidé de faire le bilan de ma situation financière. Pour commencer, j'ai classé chaque courrier par créancier, puis par date de courrier. Et ce classement méthodologique et chronologique m'a permis d'apprendre deux choses. Premièrement, c'est très important. La variante des couleurs des courriers des huissiers est très jolie, mais c'est surtout le signe que la situation n'a fait qu'empirer. Donc mon conseil le plus important, là pour commencer, c'est ouvrez votre boîte aux lettres, ouvrez vos courriers. Deuxièmement, j'ai découvert que j'avais plus de 12 000 € de dettes. Plus de 12 000 € de dettes. J'avais une vingtaine d'années. Mon enfant n'avait pas encore 3 ans. Et je me retrouvais seule à devoir gérer une situation horrible et terrifiante. Parce que oui, j'étais terrorisée. Je ne savais pas du tout comment m'en sortir. J'avais l'impression de vivre un cauchemar depuis plusieurs années. Vous imaginez un cauchemar perpétuel dans lequel tu gagnes de l'argent, mais tu ne peux pas payer tes factures courantes ni subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Alors, la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est je me suis effondrée en larmes. J'ai pleuré ce qui m'a semblé être toutes les larmes de mon corps. J'avais peur, j'avais tellement honte de moi parce que, et vous le savez si vous avez déjà lu mon livre Fini les dettes, j'ai un diplôme de comptabilité. Oui, je suis diplômée en comptabilité. Donc, je savais parfaitement gérer l'argent des autres, mais j'étais incapable de prendre soin de mes propres finances. Je me sentais sincèrement bête, inutile et nulle. J'avais vraiment, vraiment honte de moi. Et en discutant avec les femmes de mon entourage, j'ai appris deux choses. Premièrement, la majorité des femmes ne sait pas gérer l'argent, galère pour joindre les deux bouts, a des problèmes financiers souvent bien plus gros qu'il n'y paraît et fait semblant que tout va bien. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les femmes
tiennent un discours fataliste vis-à-vis de l'argent, souvent par manque d'instruction financière, mais surtout parce qu'elles craignent d'être mal vues. Elles ont peur d'être mal jugées, elles ont peur qu'on pense d'elles qu'elles sont vénales ou pire. Et en faisant mes recherches sur l'argent, j'ai appris que les femmes sont généralement financièrement moins instruites que les hommes à travers le monde, y compris en France. Alors qu'en France, l'instruction est obligatoire, les femmes ont accès à un compte bancaire et l'information, l'instruction et la connaissance circulent librement et gratuitement et est facilement accessible, tout comme ce podcast Fini les dettes. Et ça, vous voyez, cette information-là du fait que les femmes sont moins instruites financièrement que les hommes, ça m'a mise hors de moi. Parce qu'il n'y a rien de sensé à cela, et il n'y a rien qui justifie qu'on se comporte si mal avec soi-même. La seule raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on croit que c'est ce qu'on doit faire parce que nous sommes des femmes. Et là, ça m'a mise tellement en colère que la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'aller chercher une solution. Donc, je me suis retroussé les manches, j'ai séché mes larmes et j'ai pris la décision ferme et définitive de m'en sortir une bonne fois pour toutes. D'abord pour ma fille et moi, et ensuite pour apprendre à toutes les femmes dans la même situation que moi à l'époque comment faire, pas à pas, pour en finir avec les dettes. Je me souviens très bien de m'être dit: «Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, je vais y arriver». Ensuite, j'écrirai un livre dans lequel j'expliquerai à toutes les femmes qui en ont besoin comment faire pas à pas pour sortir définitivement de l'endettement et apprendre à bien utiliser l'argent pour leur bien, pour notre bien à toutes. En toute honnêteté, les femmes ont été ma plus grande source d'inspiration et de motivation dans mon parcours. Même dans mes moments de désespoir, quand j'avais peur, quand j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais, eh bien, je pensais à vous toutes et je vous imaginais en train de m'attendre, en train d'attendre que je réussisse et que je vienne vous expliquer à travers mon livre, à travers mes paroles, comment faire pareil, évidemment en mieux et surtout en plus rapidement. Parce que je sais ce que c'est que l'urgence d'une situation. Quand j'ai vu que j'avais plus de 12 000 euros de dette, j'ai décidé de mettre en place un plan d'attaque, une stratégie à suivre à la lettre pour m'en sortir et ne plus jamais vivre à crédit ni être en découvert bancaire. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez depuis un moment, vous savez ce que j'en pense. Vivre à crédit, ce n'est pas vivre, ce n'est pas une vie. Et il a fallu que je prenne des décisions, parfois très très difficiles. L'une d'entre elles me paraissait impossible à faire, vraiment impossible. Pourtant, je suis arrivée parce que c'est la première chose à faire quand on a une ou des dettes à rembourser. Et cette chose, c'est tout simple, c'est évident, ça coule de source, c'est diminuer ses dépenses. Sincèrement, je ne pensais pas y arriver parce que j'avais pas les yeux sur ça, en fait, tout simplement, jusqu'à ce que je distingue mes dépenses essentielles et incompréhensibles, c'est-à-dire le loyer, l'assurance, l'électricité, etc., de mes dépenses non essentielles, comme les biscuits, les bougies, les tonnes de vêtements que j'achetais pour ma fille, etc. Comme je ne pouvais pas m'attaquer à tout d'un seul coup, parce que ça me paraissait énorme, et je sais que c'est aussi votre cas, hein, quand on parle de réduire ses dettes, ses dépenses, pardon, je sais que tout le monde se dit: «Ah non, c'est trop énorme», eh bien, j'ai pris une décision, une seule, et je savais que cette décision allait avoir un impact positif sur mes finances, mais aussi sur ma santé et le reste de ma vie. J'ai décidé de ne plus consommer, donc de ne plus acheter de produits contenant de l'huile de palme. Et là, boum, le prix des courses alimentaires a drastiquement diminué. J'avais conscience de faire quelque chose d'important pour la planète et je mangeais moins de produits industriels, sucrés, raffinés. Donc, j'ai aussi vu une amélioration sur ma santé. Vous voyez, cette petite décision, à la fois simple et difficile, parce qu'on a toutes nos habitudes de consommation, parce qu'il a fallu que je traque l'huile de palme, il y en a vraiment presque partout, cette petite décision écologique et financière m'a permis de réaliser plusieurs choses. Une fois, la première chose, c'est que j'avais plus d'argent que je ne le croyais. Forcément, puisque je ne dépensais pas en produits contenant de l'huile de palme. Deuxième chose, je pouvais prendre cette grande décision qui allait absolument tout changer et m'éviter de me retrouver à la rue avec mon enfant. Parce que oui, quand tu prends une petite décision qui semble, facile comme, ne plus acheter un type de produit, là dans mon cas, c'était les produits contenant de l'huile de palme, ça te donne du courage. Ça augmente ta confiance en toi. Tu as une meilleure estime de toi et du coup, tu dis: «Ah ouais, finalement, je peux prendre l'autre grande décision». Bon, en réalité, pour ma part, j'ai pris 2 grandes décisions.
Je fais tout en double apparemment dans les périodes de crise. La première, ça a été de retourner vivre chez mes parents, le temps d'avoir une vraie stabilité financière. C'était en juin 2011. Je n'entre pas dans les détails parce que là, ce serait vraiment trop personnel. Mais retourner vivre chez mes parents a été l'une des décisions les plus difficiles à prendre de toute ma vie, pour un tas de raisons. La deuxième chose, c'est que je l'ai prise à peine avant un an après être retournée vivre chez mes parents. Quand j'étais en train de chercher un nouveau logement, j'ai décidé à ce moment-là, donc j'ai cherché un nouveau logement, de démissionner parce que j'ai compris que c'était mieux pour ma santé physique et ma santé mentale. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram et si aussi vous me connaissez dans la vraie vie, je suis atteinte d'une maladie rare, neurodégénérative qui s'appelle la maladie de Strumpel-Lorrain. Et je décidais, enfin, il faut vraiment que je prenne soin de ma santé. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était l'emploi d'hôtesse d'accueil que je n'aimais pas. En réalité, ce que je ne supportais pas, c'était d'être coincée dans le salariat. C'est comme si je devais dédier ma vie à des gens que je ne connaissais pas pour qu'ils développent leurs entreprises. Et en échange de ma loyauté, de ma présence, de mon professionnalisme, j'avais un revenu fixe et l'obligation de pointer, de justifier mes absences, de demander l'autorisation de partir en vacances, de ne pas pouvoir m'absenter quand je le voulais ou quand j'en avais besoin. Moi, sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très reconnaissante d'avoir été employée dans différentes entreprises. J'y ai beaucoup appris, mais je n'ai pas l'étoffe d'une bonne salariée parce que je suis trop accro à ma liberté. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver à démissionner, il me fallait trouver un logement. C'était le plus important. Mes dettes se remboursaient entre guillemets toutes seules parce que j'ai automatisé mes finances. Je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. Et je vous en reparlerai aussi dans de prochains épisodes de ce podcast éponyme. Pour trouver un logement, j'ai fait mon possible, tout ce que je pouvais, et j'ai profité du 1% patronal tant que j'étais salariée. Et même si j'étais en arrêt maladie de très longue durée, j'y avais le droit. Donc, j'ai profité de tout ce à quoi j'avais le droit. C'est certainement mon second conseil, les filles. Ne vous empêchez pas de profiter de absolument tous vos droits. Quand vous remboursez vos dettes, quand vous êtes dans un objectif de désendettement, d'assainissement de votre situation financière et d'amélioration de votre vie de manière générale, ne vous préoccupez pas de ce que pourraient dire ou penser les autres. Ça n'est pas intéressant, ça ne vous concerne pas. Vraiment, profitez de vos droits. La France est un état de droit et vous devez en profiter. C'est votre job, les filles. Pendant que je vivais chez mes parents, j'ai réglé le plus gros. Premièrement, protéger mon enfant en changeant l'adresse sur nos papiers d'identité et en demandant au juge des affaires familiales, le JAF, de décider du mode de garde parce que mon ex-époux vivait à Marseille et moi en Île-de-France. Deuxième chose, j'ai automatisé mes finances pour rembourser mes dettes une à une en partant de la plus petite à la plus grosse. C'est la fameuse méthode qu'on appelle snowball ou boule de neige en français. Et puis la troisième chose que j'ai fait, c'est, que je me suis constitué une épargne pour mon futur logement. J'ai économisé tous les mois jusqu'à la signature du bail pour payer la caution, le premier mois de loyer et avoir quelques loyers d'avance. Vous voyez les filles, j'étais déterminée à trouver un logement. Donc entre le donc j'ai automatisé mes finances pour que mes dettes se remboursent toutes seules, entre guillemets, une à une, de la plus petite à la plus grosse, en utilisant donc la méthode dite snowball ou effet boule de neige. Et pendant ce temps, j'ai économisé de l'argent jusqu'à la signature du bail, même si je savais même pas quand est-ce que j'allais trouver un logement. Je vous le dis franchement, je savais pas quand est-ce que j'allais signer le bail, mais je n'avais pas d'autre option. Donc j'ai mis toute ma foi. J'ai signé le bail en février 2012, pardon, et on a pu s'y installer en juin de la même année. Pendant ces 4 mois, je payais le loyer et j'ai acheté tout le mobilier neuf parce que je voulais vraiment un nouveau départ et me sentir chez moi dans ce nouvel appartement. Bien entendu, pour meubler mon appartement entièrement à neuf, je n'ai pas emprunté d'argent, ni à la banque, ni à qui que ce soit d'autre. Pour moi, il était vraiment très important de ne rien devoir à personne. Il s'agissait de ma vie, de mes choix
et je les assumais. Je n'avais aucune envie de rembourser mes dettes pour en avoir de nouvelles. Et ça a été l'une de mes plus grandes fiertés. Trouver un logement en moins de 9 mois et le meubler entièrement à neuf sans aucune aide financière extérieure. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'était l'un de mes rêves à ce moment-là. Et ça a été un moment crucial dans ma vie et dans celle de mon enfant. Je me suis sentie forte, courageuse, parce que j'étais vraiment au contrôle de mes finances. Je vous assure que ça fait la différence. C'est moi qui décidais dans quoi je dépensais mon argent, vers quoi je l'orientais, pour finalement construire la vie à laquelle j'aspirais. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que je veux que vous aussi, vous connaissiez cette force qui réside en vous. À ce moment-là, j'ai compris que ça y est, j'étais une pro des finances personnelles. Je pouvais me faire confiance concernant mon argent. Donc, je me suis lancée. J'ai démissionné en septembre 2013. J'ai créé ma première entreprise en 2014 dans le secteur de la mode. Je l'ai fermée en 2016 et pour ne pas finir cette année sur une petite note triste, parce que sincèrement, fermer ma première entreprise a nécessité une phase de deuil, j'ai écrit mon premier roman. Je l'ai écrit en 6 jours et quelques mois de travail supplémentaires. Mon premier roman qui s'appelle Les Foudres du passé était publié aux éditions Baudelaire. D'ailleurs, c'est le roman qui a lancé ma très jeune carrière d'autrice. Je suis devenue rentière dans l'immobilier en 2020. Ouais, ouais, en pleine période de crise Covid-19. Je me suis formée en ligne à la sous-location légale via la formation Muslimimo. Et c'est par ce biais-là, donc par la sous-location légale, que j'ai découvert le monde fantastique et fabuleux de la rente immobilière. Alors on va clore ce petit point, ce petit tour d'horizon de tout ce que j'ai fait depuis mon désendettement. Et très honnêtement, pour clore ce sujet, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros sur presque 2 ans. J'aime profondément l'immobilier parce qu'il s'agit de proposer des logements plus que décents, agréables et bien situés à des hôtes, des voyageurs, des familles, des étudiants, des digital nomades, etc. Mais je n'aime pas du tout la sous-location légale. Ça me fait un peu penser à l'époque où j'étais au salariat. En fait, j'ai l'impression de dépendre de quelqu'un qui s'appelle propriétaire. Donc, j'ai arrêté la sous-location légale, pardon, c'est pas facile à dire, pour devenir propriétaire. Et sincèrement, une fois de plus, je n'ai écouté aucune personne qui me conseillait de continuer jusqu'à avoir suffisamment d'argent pour acheter. Vous savez pourquoi? Parce que l'éco-responsabilité et ma santé sont plus importantes pour moi que d'écouter des conseils qui ne s'appliquent pas à ma situation et des conseils de personnes qui sont euh, moins à même, qui sont, comment vous dire ça, qui ont moins de compétences que moi en finance, en gestion des finances, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Voilà, j'ai acheté mon premier terrain constructible avec les revenus générés par mon activité en sous-location légale et en fonds propres. Je ne pense pas que ce soit plus long que si j'avais un ou deux appartements en sous-location, parce que j'investis autant que ce que j'aurais gagné avec cet appartement et je peux le faire parce que ma structure financière me le permet. Je vous l'ai dit, je suis devenue une pro des finances. Dans quelques semaines, Inch'Allah, je vais lancer mon premier chantier immobilier pour y installer la toute première éco-responsable de ma société Locatom 33. C'est très excitant, mais aussi très effrayant. Je m'en remets à Allah comme d'habitude et je fais de mon mieux pour garder la tête froide, pour ne pas trop stresser et pour que tout se passe bien. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de partager avec vous ce tout premier chantier éco-responsable et vous verrez tout ce qu'on peut faire sans emprunter d'argent, ni à la banque, ni à qui que ce soit d'autre, ni à un proche ou je ne sais qui. Évidemment, comme toujours, hein, je serai très transparente sur le sujet. Je partagerai aussi mes limites et les galères parce qu'on ne va pas se mentir, on le sait, il y en a, il y en aura toujours. L'objectif de ce partage, de ce podcast, c'est aussi d'apprendre ensemble. D'ailleurs, durant tout mon parcours de mère célibataire endettée à hauteur de plus de 12 000 euros, je pense que ça me donne encore des frissons, à la femme financièrement indépendante que je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris. La première chose que j'ai appris, c'est évidemment, c'est assez bateau de le dire et de le répéter, mais les choses importantes prennent du temps. L'essentiel, ce n'est pas d'aller plus vite que nécessaire. L'essentiel, c'est de ne pas trahir ses valeurs et avancer pas à pas vers son objectif. Deuxième chose que j'ai apprise et que j'ai envie de partager avec vous, c'est que l'argent ne règle pas tous les problèmes. Ça apporte un vrai confort de vie, mais tu ne peux pas changer les gens.
Tu ne peux pas guérir d'une maladie incurable et même si tu es la plus riche de la planète, tu ne peux pas acheter ce qui n'était pas destiné. J'ai un exemple en tête. Et ça va peut-être vous parler ou pas, on verra. Quand je faisais de la sous-location légale, je cherchais des logements à exploiter. Et j'avais toujours plus que le montant nécessaire au paiement de la caution, des 3 premiers loyers, plus le mobilier, la déco, etc. Mais parmi tous les appels que j'ai passés, j'ai pu faire quelques visites et il y a des super appartements que je n'ai pas signés. Je m'en souviens d'un avec une vue incroyable sur Bordeaux, bah, ça a été non. La réponse était non. Et la même histoire s'est répétée quand je cherchais mon terrain constructible. Il en va de même quand tu vas acheter un truc basique, par exemple, je sais pas moi, je sais pas moi, un truc basique, un mascara. Tu veux un mascara très précis, mais s'il n'est pas en magasin, même si toi tu as l'argent, bah, tu l'auras pas, tout simplement. Il y a une troisième leçon que j'ai appris et qui m'a vraiment beaucoup étonnée, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas envie que tu réussisses. Ça m'a vraiment frappé. Quel que soit ton projet, ton objectif, qu'il soit financier ou pas, il y a des personnes dans l'entourage très proche qui ne sont pas heureuses quand tu réussis, qui vont vouloir que tu redeviennes celle que tu étais avant d'apprendre et à bien gérer ton argent. C'est comme si ça les rassurait de savoir que tu galères, comme si ta réussite les dérangeait. Et ce matin, en y réfléchissant, j'ai compris qu'en fait, on est mal entouré, tout simplement. Mesdames, je vous l'annonce au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes mal entourés. Notre entourage doit être bienveillant avec nous normalement. Et si ce n'est pas le cas, faut savoir s'éloigner de ces personnes-là, ne pas partager avec elles ce qui nous rend heureuses. Ce qui nous amène au moment où je partage avec vous quelques conseils que vous pouvez appliquer maintenant pour entamer votre propre chemin vers la liberté financière. Mon premier conseil, je vous le dis tellement de fois, fais le bilan de ta situation financière. C'est vraiment l'étape 1, numéro 1 vers ta liberté financière. Tu dois savoir où tu en es financièrement et où tu vas si tu ne changes pas tes habitudes. Est-ce que tu vas vers la liberté ou droit dans le mur? Tu dois le savoir. Petit 2, mets de l'ordre dans tes finances et dans ta vie. Tu vas vite voir que les deux sont liés. Je m'explique. Quand on commence à réduire ses dépenses non essentielles, on se dit souvent qu'on ira au café moins souvent, qu'on va arrêter de fumer, qu'on va faire des activités moins coûteuses. Et c'est une bonne chose, parce que ça a un impact direct, positif, immédiat sur les finances. Mais en contrepartie, on découvre que les personnes avec qui on partageait ces choses-là, avec qui on avait l'habitude de faire ces choses-là, le café, la pause cigarette, etc., nous trouvent soudainement ennuyeuses. Et de notre côté, on commence à se demander ce qu'on a vraiment en commun avec elles. Parce que quand on creuse un peu, on comprend que la majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. La majorité des gens vivent à crédit. Il leur est difficile de concevoir qu'on n'a plus envie de le faire. Troisième conseil, je donne toujours le même conseil, y compris sur Instagram, établis un budget mensuel et suis-le régulièrement lors de ta pause budget hebdomadaire pour le respecter. Je recommande de faire la pause budget hebdomadaire le mardi à 14 heures, par exemple, ou à l'heure du thé, parce que normalement, tous les mouvements bancaires de la semaine précédente sont passés, y compris celle du week-end et de la veille, donc du week-end et du lundi. Donc, tu vois clairement où tu en es financièrement et où tu seras dans quelques semaines. C'est radical pour ne plus être en découvert bancaire et rembourser ses dettes rapidement. Quatrième conseil, décide de réduire ou mieux encore d'éliminer une dépense de ton budget mensuel. Une seule. Tu vas vite voir que tu dépensais plus que ce que tu croyais pour cette dépense-là. Et qu'en la retirant de ton budget, tu as plus d'argent disponible. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est la dépense que tu décides de réduire ou de retirer de ton budget mensuel. Je te demande de jouer le jeu parce que ça t'aide à poser une action concrète en t'engageant d'une certaine manière et puis ça motive toutes les autres femmes qui écoutent ce podcast, toutes les autres femmes à en faire autant.
Vous savez, passer de mère célibataire endettée à la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire épouse et mère de 3 trésors, financièrement indépendante, autrice, podcasteuse et rentière dans l'immobilier, mon Dieu, je fais beaucoup de choses, n'a pas été facile du tout. Ça a été long et j'ai souvent cru que je n'y arriverais pas. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis même demandé si j'étais pas défaitiste parce que je me disais: «Mais je vais jamais y arriver». Pourtant, chaque étape m'a conduite vers cette indépendance financière que je pensais impossible. Ma réussite est très certainement différente de celle que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Vous le savez, hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et même si vous me connaissez dans la vraie vie, je me montre pas dans un jet privé, ni dans de grands restaurants, ni dans une belle voiture ou avec des billets dans la main. Et je le fais pas parce que c'est pas mon genre, tout simplement. Même si j'aime les belles voitures, surtout les Audi, j'ai 3 enfants. Donc pour le moment, je conduis une voiture familiale qui fait très bien son job. J'ai lu une phrase dernièrement qui disait: «Mon ambition est limitée parce que j'ai des enfants». Et ben, vous voyez, c'est très, très ça. Vraiment, c'est tout à fait cela. Quand je suis devenue maman à 25 ans, ça a changé ma vie dans le sens, ma façon de penser. Quand j'ai décidé de rembourser mes dettes, j'ai commencé à changer de vie et j'ai toujours les mêmes ambitions, mais mes enfants passent avant tout. J'aime voyager, je privilégie les voyages éco-responsables et confortables du fait de ma maladie et aussi de mes valeurs en fait. Je vais pas aller bousiller la planète pour découvrir la planète. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ça demande plus d'organisation que si j'étais en bonne santé et que je n'avais pas mes valeurs écologiques. Enfin, j'investis sans la banque ni emprunt d'aucune sorte. Pour moi, c'est ça la liberté financière. C'est pouvoir faire avec ses propres moyens. Par conséquent, les choses prennent plus de temps comparé aux réussites éclairs affichées sur les réseaux sociaux parce que la majorité des gens, la majorité des coachs business, coachs de vie, coachs de finances personnelles, etc., vont te dire fais-toi financer à 110%. C'est 110% de haram. Les intérêts, je t'invite à lire le Coran et à lire aussi mon e-book disponible uniquement sur Amazon, mais bientôt ailleurs. Inch'Allah, qui s'appelle «10 choses à savoir sur la finance islamique quand on est une femme musulmane qui veut atteindre la liberté financière». Il y a un chapitre qui parle des intérêts et de l'interdiction faite par Allah. Allah nous dit dans le Coran que celui ou celle qui, mange des intérêts usuraires, je c'est à peu près traduit comme ça, c'est comme si le shaitan l'avait touché. Qu'Allah nous en préserve. Et donc ma réussite à moi, eh bien, elle est forcément différente de celle, à laquelle on est habitué parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux, ces réussites, ce que j'appelle ces réussites éclairs. Mais personnellement, j'ai le sentiment d'être dans la vraie vie et c'est ça l'essentiel parce que je fais pas semblant, reste moi-même. Je ne me compare pas à ce que je vois sur Instagram ou YouTube parce que ma façon de faire, ma façon d'investir, ma façon de penser l'argent, ma façon de construire ma fortune est différente de ce que propose la majorité des gens. Voilà, et je vous conseille sincèrement de faire pareil. J'ai été très endettée, très jeune, et j'ai certainement eu la plus grande peur de toute ma vie, celle de me retrouver à la rue avec mon enfant en bas âge, ou de mourir en lui laissant uniquement des dettes. Vous savez, hein, je parle sans tabou, pour moi la mort c'est pas un tabou, c'est un état de fait c'est un moment que l'on va tous vivre. Ce sera la fin de cette vie physique. C'est pas joyeux d'en parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise pardon, avec ce sujet, mais il faut y penser aussi quand on traite de finances personnelles. Je ne veux pas que ça vous arrive. Vraiment, je veux pas que vous soyez stressé, que vous soyez inquiète et que vous soyez endetté parce qu'une vie sans dette est possible. Je le répète, une vie sans dette est possible et c'est génial. Dans ce podcast, je vous parle d'argent sans tabou et je vous explique comment en faire un outil. On se donne rendez-vous ici chaque mardi à 14 heures pour un nouvel épisode du podcast Fini les dettes pour continuer à apprendre et à progresser ensemble. Cet épisode, ce premier épisode est maintenant terminé. Il s'est passé comme un éclair, sincèrement. J'ai adoré l'enregistrer. N'oubliez pas que chaque étape que tu franchis aujourd'hui est un pas de plus
vers ta indépendance financière. Cet épisode est donc terminé. S'il t'a plu, n'oublie pas de liker et partager. Pense aussi à t'abonner et partage-le, je le répète, à au moins une femme de ton entourage. Je suis certaine qu'elle te remerciera. Si tu as envie d'approfondir, d'aller plus loin concernant les finances personnelles, mon livre Fini les dettes est là pour t'accompagner étape par étape vers ta liberté financière. On se dit à mardi prochain pour transformer l'argent en outil de liberté. Bye bye!